Je crois, Elodie, que nous sommes en ligne. Exactement. Bonjour Quentin. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire que j'ai le plaisir avec Elodie de présenter, qui a trait au rôle du manager de proximité dans l'expérience collaborateur. Donc je me présente, moi je suis Quentin Guilhuy, je suis le cofondateur et CEO d'Anjaro. Anjaro, on est une plateforme digitale spécialisée dans le staffing. On est ce qu'on appelle exactement une total staffing platform. J'y reviendrai de façon très très courte parce que c'est pas le propos d'aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'avoir une RH qui nous a impressionnés, dont l'organisation nous a impressionnés par sa gestion des hommes et des femmes pendant la crise sanitaire, depuis le début de la crise sanitaire. C'est Elodie. Elodie, est-ce que tu veux bien te présenter Avec rapidement? plaisir. Merci beaucoup Quentin. Donc je suis Elodie Jarrier. Donc je suis RH pour la société Clini. Et la société Clini, c'est une super société avec un investissement social important dans le secteur d'activité du nettoyage et de la propreté. Voilà. Et merci beaucoup Quentin pour cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, il faut savoir en plus qu'on a été, pour le coup, très orienté dans notre choix, puisque Clini n'est pas un client d'Anjaro, et au contraire, c'est nous qui sommes clients de Clini. Et en fait, si on a invité Elodie, en l'occurrence via le directeur général et fondateur de Clini, c'est parce nous, on est clients et on a été vraiment impressionnés par la façon dont vous avez, voilà, géré au quotidien cette crise dans des métiers pas forcément facile parce que multi clients, multi sites et donc avec beaucoup de contraintes dont tu vas nous parler tout à l'heure pendant ce webinaire. Exactement. Alors, le rôle du manager de proximité dans l'expérience collaborateur, nous, c'est un sujet qu'on connaît assez bien chez Anjaro. Mais avant de parler de ce rôle du manager de proximité, encore faut-il savoir de quoi on parle. Alors, je vais vous décomposer un petit peu ça comme on pouvait le faire quand on était lycéen dans des devoirs de philo, c'est-à-dire qu'on va déjà essayer de savoir ce qu'est l'expérience collaborateur et ce qu'est un manager de proximité pour savoir exactement où on se situe dans le prisme d'une organisation. L'expérience collaborateur, c'est un concept qui est assez connu maintenant. Moi, ça fait à peu près un peu plus d'une dizaine d'années que j'évolue dans les ressources humaines. C'est un, un, un concept qui est devenu très très populaire dans les années 2010 et qui en fait a lieu à l'ensemble du parcours d'un collaborateur au sein d'une organisation, de son premier contact, c'est-à-dire de l'acte de candidature, jusqu'à son départ, jusqu'à l'offboarding ou l'exit interview quand il y en a une. Donc ça va vraiment prendre en compte, voilà, tout ce qui va se passer, notamment son ressenti. C'est un concept évidemment qui est tiré de l'expérience utilisateur et de l'expérience client. Voilà, le ressenti du collaborateur, la façon dont il va percevoir les actes managériaux, la gestion de sa carrière et sa vie dans son organisation au sein, justement, donc voilà, au sein d'une entreprise. Alors, c'est un concept qui est de plus en plus valorisé et qui a finalement, on va dire, deux leviers majeurs. Il y a le levier de la direction, c'est-à-dire les politiques RH qu'on va mettre en place pour améliorer l'expérience collaborateur. Et en règle générale, il y a un deuxième levier très fort qui est de plus en plus pris en compte par les DRH, c'est le rôle du manager de proximité qui est vraiment vecteur d'expérience collaborateur au sein d'une organisation. Autrement dit, les fonctions ressources humaines vont stratégiquement mettre en place un certain nombre de politiques, et puis celui qui va vraiment les appliquer sur le terrain, c'est le manager de proximité, le manager direct du collaborateur. Ce manager de proximité, justement, c'est vraiment quelqu'un que personnellement je connais assez bien chez Anjaro et que je pense que tous les RH en règle générale les connaissent très très bien puisque c'est souvent les principaux interlocuteurs au sein d'une organisation. C'est une personne qui va gérer, nous on le voit à peu près, entre 5 et 30 personnes pour les râteaux les plus larges. Là, on est quand même sur des râteaux assez élevés et dont l'équipe a pour objectif de délivrer la prestation de l'entreprise. Je pense qu'on peut le dire à peu près comme ça. C'est vraiment, je suis un directeur de magasin dans le retail. Voilà, mes équipes, elles ont en charge justement de vendre les produits du magasin. Je suis un chef de chantier ou un chef d'équipe sur un chantier. Voilà, les équipes, elles vont avoir en charge de faire évoluer le chantier. Ou alors chez Clini, évidemment, Elodie, souvent c'est des chefs de secteur, je crois, dans ton secteur, qui vont avoir, Exactement. voilà, qui vont avoir en charge de coordonner la prestation des cleaners.
chez toi. Exactement, de coordonner leurs prestations, leurs actions et leurs ressentis, exactement comme tu le disais. C'est un métier qui est ultra complexe, hein. C'est les mains dans le cambouis, comme on dit. Et on a un peu regardé des études, on s'est rendu compte c'est un métier qui est à la fois managérial et opérationnel. Donc, on a vu, c'est la slide que vous voyez là, que 40% du temps du manager de proximité, il reste dans la production. La production, notamment pour le client, parce qu'il y a certaines tâches qu'il continue ou elle continue de faire lui-même ou elle-même. Et puis aussi, et ça c'est d'ailleurs ressenti comme une douleur assez forte, hein, la production de reporting. Et en plus, avec l'ère de la data dans laquelle on est rentré depuis maintenant quelques années, les demandes de reporting, elles sont de plus en plus fortes. Et donc, ça prend pas mal de bandes passantes aux managers de proximité. Ensuite, il y a 50% qui sont vraiment dédiés au management des hommes et des femmes qui constituent son équipe. Donc, il va y avoir un management vraiment day to day. C'est vraiment, ben voilà, je coordonne au quotidien, je m'assure que la prestation, elle est bien effectuée par mes équipes. Et puis, un management plus long terme qui va plutôt être dans la gestion de carrière, dans l'accompagnement des équipes, dans la projection. Et qui est notamment très lié au processus RH. D'ailleurs, ces 20%, ils vont par exemple prendre beaucoup plus de leur temps pendant les campagnes d'entretien annuel, pour donner un exemple qu'on connaît tous dans le milieu des ressources humaines. Ce qui est un petit peu inquiétant dans cette slide quand même, c'est qu'on se rend compte qu'il y a à peine 10% du temps du manager de proximité qui est dédié à l'innovation, à l'optimisation des processus. Autrement dit, ça veut dire que il va consacrer ou elle va consacrer très très peu de temps à l'amélioration structurelle de la façon dont son équipe va procéder et la façon dont il va délivrer la prestation. C'est assez inquiétant parce que c'est quand même les mieux placés pour justement avoir la bonne visibilité sur ce qu'il y a à améliorer sur le terrain. Et on le sait très bien, quand on parle de 10% dans ce genre d'études, on sait que c'est toujours ce qui passe un peu à la trappe dès qu'on a un coup de rush. Donc c'est une vraie problématique pour ces managers. Pour ceux qui lisent un petit peu le Figaro, on a une étude qui est sortie aujourd'hui et c'est vraiment ce que je vais vous présenter. C'est-à-dire que là, vous avez le rôle d'un manager de proximité, on va dire au quotidien, dans une période normale. Et nous, on a interrogé 500 managers avec Opinionway pour savoir justement ce rôle du manager de proximité, comment est-ce qu'il a évolué avec la crise sanitaire. Et vous allez le voir, les résultats, ils sont assez édifiants. Et je trouve qu'ils portent assez bien justement ce qui est la façon dont ce rôle a évolué. Déjà, on voit une première chose, c'est que son rôle, ses difficultés, elles se sont absolument accentuées et le travail s'est complexifié. 73% nous a dit que le travail quotidien s'est complexifié via des problématiques d'hygiène et de sécurité, via des problématiques de continuité opérationnelle. On a 67% qui nous ont dit subir les variations d'activité brutales liées au couvre-feu, au confinement, au reconfinement, au déconfinement. Donc, c'est vraiment un métier qui s'est ultra complexifié, où en fait, ils ont été un peu les garants. Alors, dans un premier temps, de la mise en place des mesures d'hygiène et de sécurité, on s'en souvient tous, c'était il y a un an pile qu'on a tous connu ça et que ça a été un rush pas possible pour l'ensemble des équipes. Mais ça fait aussi un an, sur un temps beaucoup plus long, qui sont en train d'essayer, coûte que coûte, d'assurer la continuité opérationnelle. C'est d'autant plus compliqué qu'ils ont démarré l'année par un sprint pour justement s'adapter au coronavirus. C'était le 17 mars 2020. Et le problème, c'est qu'on leur a fait enchaîner un marathon avec cet enjeu de continuité opérationnelle. Et vous le savez, hein, c'est difficile d'enchaîner un sprint et un marathon. En règle générale, ça fait malheureusement pas bon ménage. Il y a un autre élément très fort et je suis content qu'on ait vraiment posé cette question parce que c'est une vraie prise de conscience, je pense, pour les dirigeants. C'est que il y a la sensation pour 63% d'entre eux, quasiment 2/3, de subir les décisions de leur direction. Et ça, c'est d'autant plus fort maintenant qu'on arrive sur des temps longs autour de gel des embauches, de plans sociaux, de plans d'économie, en fait, de restrictions budgétaires. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, et ça va sans doute durer, c'est un effet qui va sans doute durer, vu comme quelque chose qui est subi, voire même pas compris par le management de proximité. C'est évidemment un réel problème. C'est d'autant plus important qu'en fait, ça commence à créer une pression sur les équipes sur le terrain. En fait, il y a des non-remplacements, il y a des réductions d'effectifs.
qui sont pas forcément, évidemment, enfin, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, hein, qui sont malheureusement nécessaires dans des crises malheureusement économiques comme celle-ci. En tout cas, c'est des politiques où on n'est pas juge au travers de cette étude. Ce qu'on voit en revanche, c'est que on va forcément, avec moins d'effectifs, demander d'assurer la même prestation qu'avant la crise. Et ça, évidemment, ça va ajouter une pression sur les équipes et donc sur le management de proximité. Alors, ce qu'on a vu, c'est que dans ces conditions, les effets de l'absentéisme, et nous, pour ceux qui connaissent Anjaro, c'est vrai que c'est ce qu'on gère, hein, les remplacements d'absentéisme, d'absence. Les effets des absences des collaborateurs sont de plus en plus difficilement gérés avec la crise. Il y a eu une vraie évolution pendant la crise. On a 71% même qui vont nous dire que ça impacte directement l'expérience collaborateur et que quand il y a un absent, la première chose qui se passe, c'est que les autres collaborateurs ont des difficultés à absorber la surcharge de travail. Autrement dit, on est dans une situation où le métier s'est complexifié, mais en plus de ça, quand on a une problématique, on va dire, qui existait déjà avant la crise, elle va amener plus de pression sur les équipes et sur l'expérience collaborateur. Ça, c'est pour l'expérience collaborateur des équipes au sein même de leurs équipes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que le manager de proximité, lui aussi, son expérience collaborateur, elle est impactée. C'est le deuxième élément. Là, je vous ai simplement fait une capture d'écran de l'enquête telle qu'elle nous a été restituée par Opinionway. On voit que 69% d'entre eux finissent par faire le travail à la place des autres, du collaborateur absent. Donc, c'est assez intéressant. C'est très intéressant, ça. C'est hallucinant. Moi, j'ai été absolument surpris. Alors, derrière nous, on a fait des interviews quali auprès de gens de notre écosystème, et c'est vraiment un élément qu'on retrouve. C'est-à-dire que quand on parle d'expérience collaborateur, on a tendance à parler du collaborateur, de la personne qui délivre la prestation, mais le management direct, qui est un peu l'oublié depuis le début de cette crise, il est extrêmement impacté. Et c'est vrai, quand on y pense, le nombre de fois on entend quelqu'un qui dit moi, après une demi-journée de réunion, j'ai enfilé mes chaussures de sécurité pour aller faire le boulot parce que j'avais trop d'absents. On l'entend souvent, en fait. Et on voit que tout le reste, tous les effets de l'absentéisme, puis encore une fois, c'est un sujet qu'on connaît bien, autres que ceux de l'expérience collaborateur, ils sont un peu secondaires. La qualité du travail fourni, la question des délais, c'est des éléments importants. On est à plus de 60% des répondants qui disent que ça a un impact. C'est moins que l'expérience collaborateur, et ça, je trouve que le fait qu'ils aient le sentiment que cette expérience, elle se soit dégradée pendant la crise et qu'elle soit accentuée par que l'effet de l'absentéisme soit accentué par le gel des embauches, par les restrictions budgétaires, c'est quand même un élément qui est assez perturbant après un an de crise. Et ce qui est assez intéressant également, c'est que cette crise et l'absentéisme, là, il y a une petite coquille sur ma slide parce que c'est une question qui a été un petit peu plus large. On voit qu'elle a eu différents impacts, mais qu'une nouvelle fois, les managers de proximité vont parler de l'expérience collaborateur en priorité. On leur a vraiment donné une dizaine d'items en disant voilà, cette crise et les absences, parce qu'encore une fois, c'est notre métier chez Anjaro de les gérer, quels impacts ils ont eu sur votre travail. Et on voit que le premier réflexe, 71%, ça a été de dire moi, c'est la motivation de mes équipes. Donc vraiment, l'expérience collaborateur, elle est dégradée. La motivation de mes équipes, elle a été dégradée par cette crise et par les impacts, notamment l'absentéisme. Vient ensuite, et c'est logique, à 68% l'impact négatif sur le CA. Puis alors, il y a des choses qui sont assez liées aussi à l'expérience collaborateur et au bien-être des collaborateurs qui sont assez édifiants, que j'ai voulu signaler sur cette slide. 55% nous ont dit qu'il y avait eu un impact négatif sur la relation client. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Ça veut dire que vraiment, le rapport au client s'est dégradé avec la crise. Moi, en tout cas, ça m'a surpris. C'est pas forcément quelque chose dont je m'imaginais. Et ça va plus loin sur le très long terme, puisque 42%, quasiment la moitié, nous a dit qu'il y avait eu un impact négatif sur l'image de l'entreprise. De manière générale, 14% nous ont dit être plus stressés actuellement qu'avant la crise. Et alors, 14%, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, sauf que la base de travail, c'était déjà 78% qui se considéraient stressés. Donc, on est vraiment arrivé à des niveaux de stress des équipes de management de proximité, du management terrain, liés à cette double gestion de la crise, de l'expérience collaborateur, qui est leur boulot quotidien normalement, qui est assez
qui est assez révélatrice. Incroyable, ces chiffres. Ouais, encore une fois, c'est assez édifiant c'est et je assez pourrais envoyer édifiant de là-dessus. constater, ouais, voilà, exactement, de constater aussi à quel les professionnels qui ne sont pas dans les comités de direction, dans les instances de décision de nos entreprises, etc., sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes pour organiser le travail de leurs équipes et à piloter cette démotivation. C'est assez surprenant. Et ça revient à l'une des premières questions, une des premières statistiques que je montrais dans cette étude, et tu as raison de le souligner, Elodie, où 63%, quasiment 2/3, nous disent que ils ont l'impression d'être déconnectés, en fait, de subir les directives, les décisions de leur direction, comme s'il y avait une déconnexion finalement entre les deux. Donc ça, c'est quand même assez, c'est assez surprenant. Alors, franchement, je l'avais promis de ne pas faire trop d'autopromotion. On a quand même vu que l'absentéisme était un sujet assez récurrent. Nous, on en a profité pour se faire une petite étude chez Anjaro sur l'utilité d'un produit comme le nôtre, vu qu'on a vu que l'absentéisme était un point de pression très très fort avec cette crise. On était assez surpris qu'il y ait 72% qui disent qu'ils ont besoin d'une visibilité sur les personnes qui pourraient venir en renfort dans l'urgence au sein de leurs équipes. C'est-à-dire que vraiment la gestion de l'absentéisme, la capacité à justement réduire la pression de l'absentéisme, elle a été assez forte. Nous, c'est notre métier chez Anjaro. Vous le voyez là, en fait, Anjaro, c'est une plateforme digitale qui va permettre d'avoir une vision exhaustive, instantanée sur toutes les ressources en interne et en externe pour venir en remplacement. Donc le temps partiel qui veut faire des heures complémentaires, mais également le vivier de CDD qui va pouvoir venir en renfort le plus rapidement possible, et ça va jusqu'au branchement de sociétés d'intérim. Et voilà, c'est pas le sujet du jour. Moi, je voulais surtout vous parler de management de proximité. Il fallait évidemment que je parle de mon entreprise. Je laisse surtout Elodie maintenant vous parler de Clini et de la façon dont vous avez géré cette pandémie qui a été, je le dis encore, d'un point de vue client, assez impressionnante. Ok, ben merci beaucoup Quentin. En tout cas, moi j'ai appris énormément de choses à la restitution de l'étude que vous avez produite. C'est ce que je comprends, ce que je retiens déjà immédiatement, c'est que l'expérience collaborateur et l'expérience managériale finalement se sont plus ou moins étirées, distendues. Et je ne sais pas si aujourd'hui l'ensemble des salariés d'une entreprise arrivent à garder un cap ou une direction. Enfin, c'est un petit peu plus élevé comme discussion. On va essayer, avec le cas de Clini, pour illustrer les propos de l'étude, de comment les managers ont valorisé des métiers de première ligne qui n'ont pas eu accès au télétravail. Comme je vous l'ai dit, Clini est une entreprise spécialisée dans le secteur de l'entretien des locaux et du nettoyage professionnel. Je crois que j'ai perdu mon co-orateur. J'espère qu'il va bientôt revenir. Je suis désolé, j'ai eu un problème de connexion. J'en profite pour le dire. Je suis moi-même dans une zone blanche de France, donc si j'ai des coupures de réseau, c'est parce que j'ai un accès à Internet qui est pas toujours simple. On parlera d'ailleurs un petit peu plus loin de l'accès à Internet qui a quand même été notre meilleur ami depuis 12 mois. On se rend compte à quel point nos modes de vie ont complètement basculé avec cette crise. Donc, sur le sujet, j'ai essayé de l'expliquer. Les collaborateurs de Clini font partie des métiers que notre président a appelés les métiers de première ligne. Parce qu'en fait, pardon, j'ai fait 2 clics de trop. En fait, nous, notre mission chez Clini, c'est de garantir la santé et la sécurité dans les bureaux de nos clients, des équipements de nos clients, finalement. Sur une période de crise sanitaire, les agents d'entretien ont continué à travailler. Et en fait, ils font partie de ces populations invisibles en fait, de la population salariale française. Ce sont des agents d'entretien de toutes nationalités confondues, une population salariale généralement d'un niveau social relativement bas, peu ou pas regardée, et ne sont pas nécessairement des personnes résidant dans Paris intramuros. Donc, si on met tout ça bout à bout, ça veut dire des gens pas trop valorisés, qui vivent relativement loin, qui n'ont pas accès au télétravail et qui continuent à travailler même en période de confinement
donc qui sont légitimes à prétendre à toutes les mesures de protection sociale et sanitaire possibles. Donc nous avons une population salariale d'environ 350 salariés, assez hétéroclite, donc comme j'essayais de vous l'expliquer. Et leur métier concrètement au quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller nettoyer des espaces, c'est d'appliquer des protocoles sanitaires très stricts, d'appliquer des mesures de protection sanitaire importantes, des mesures de désinfection, des permanences virucides, etc., pour garantir, encore une fois, la sécurité de tout le monde. Donc, pour circulariser un petit peu avec la présentation que Quentin nous faisait de leur étude, nous, notre métier, finalement, pendant la crise, il ne s'est pas réellement complexifié en soi, puisque c'est notre cœur de métier que de répondre aux urgences sanitaires. En revanche, il s'est densifié, il s'est, sur certains détails, plus précisé, il est devenu peut-être plus technique à certains moments, mais on n'a pas eu un effort considérable à faire d'adaptation de notre poste de travail à cette crise sanitaire. C'est important de le souligner parce que dans d'autres secteurs d'activité, d'autres DRH apporteront des témoignages qui seront différents de ce constat-là. Voilà. Donc finalement, chez nous, les managers, comme Quentin l'évoquait tout à l'heure, ce sont ce qu'on appelle des inspecteurs, on va dire des managers aujourd'hui dans notre discours pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et donc, ces managers, eux, doivent faire face dans leur travail au quotidien à des contraintes qui sont opposées. D'abord, ils interagissent avec nos clients et ensuite, ils interagissent avec nos cleaners, nos agents d'entretien, nos équipes, nos collègues, nos collaborateurs. Donc, d'un côté, ils doivent être extrêmement flexibles par rapport aux demandes des clients, les demandes des clients évoluant au fur et à mesure également des contraintes sanitaires. Ils ont dû faire face à des adaptations de planning très importantes, des adaptations de cahier des charges très importantes. Ils ont dû en fait faire en sorte que leur métier colle à l'exceptionnel, ce qui signifie faire preuve de résilience, ni plus ni moins, dans une situation absolument inédite, donc sans repère, sans antécédent, sans process au préalable établi. Et donc, au final, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de notre ventre? Ça veut dire accepter de ne rien maîtriser, subir les aléas de planning, les annonces officielles de réouverture, de fermeture, et tout ce que ça induit chez nos clients. Et ensuite, ça, ils doivent se l'approprier, l'assimiler, se l'approprier, et le communiquer à nos cleaners pour les convaincre eux-mêmes de vaincre leur peur personnelle, d'aller sur leur lieu de travail, de travailler, de laisser leurs familles qui sont confinées par ailleurs, en plus de ça, sur le premier confinement, sans école, donc avec des vies familiales qui sont très compliquées à organiser pour ces personnes de première ligne, qui ne se sont pas arrêtées de travailler pendant les confinements. Et donc, notre manager a dû adapter aussi ses méthodes de management avec des techniques de réassurance. Et c'est en ce sens où je rejoins tout à fait le constat qui a été fait par Quentin, à la fois de sprint et de marathon. On sprint pour réassurer et on marathonne pour maintenir le lien avec nos clients, pour ne pas perdre les clients, pour ne pas perdre le chiffre d'affaires, parce que derrière, c'est en cascade, plus de 300 emplois du coup qui sont menacés, une sécurité financière qui est menacée, etc. Donc, je comprends ô combien la tension pour ces managers a dû être vraiment de puissance et de force complètement opposées. Et ces incompréhensions. Vous, c'est d'autant plus. Moi, ce que j'ai retenu vraiment, encore une fois, en tant que client, ce qui est assez impressionnant, c'est que vous, votre ambassadeur, c'est votre collaborateur. C'est-à-dire que celui qui est au contact au quotidien, encore une fois, il faut le ressouligner avec le client, c'est le collaborateur. Donc, son bien-être, son expérience, elle est absolument capitale, quoi, pour vous. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est important de le souligner. Je l'ai peut-être. C'est que du coup, qu'est-ce que ça signifie pour le manager si on va sur l'étape d'après? C'est qu'il faut assimiler la peur du cleaner d'aller sur le lieu de travail et lui dire non mais en plus de ça, toi en tant qu'agent d'entretien et en tant que cleaner, ambassadeur de notre entreprise, tu as la responsabilité d'apporter de l'assurance à notre client en lui disant que tout sera mis en œuvre pour que la situation sanitaire de ses salariés à lui soit garantie. Donc il y a vraiment cet exercice de lever les craintes et de dépasser les obstacles qui était très important. Et justement, dans dépasser les obstacles, qu'est-ce qu'on entend? On entend pour nos agents d'entretien le stress et la peur de devoir aller sur
de devoir aller sur le terrain, de devoir prendre les transports en commun, de devoir réadapter ses rythmes de passage, toujours une peur aussi un peu personnelle, de perdre son emploi, de ne pas être considéré à la juste valeur d'un travail qui, aux yeux de nos clients, pas heureusement, mais pour encore, parce que c'est dans l'image de la société, c'est pas un métier très très sexy non plus d'être agent d'entretien. Donc il y a toute cette part de stress, et pour nos managers, il y a aussi un isolement. Un isolement, évidemment un isolement physique, hein, parce que nos managers ont eu la possibilité de travailler, mais ce sont des femmes et des hommes de terrain. D'habitude, nos managers se déplacent énormément, ils prennent plaisir à être sur le terrain, à voir nos équipes travailler, à mettre en place les protocoles sanitaires, à vérifier les cahiers des charges, etc. Donc, des hommes de terrain qui se retrouvent confinés chez eux, à devoir travailler sans leurs pairs, sans leurs collègues, pour échanger sur les bonnes pratiques. Bien évidemment, on a des outils mis à disposition, des connexions Internet plus ou moins stables, des outils du Google, du Hangout, du Meet, je ne vais pas citer tout, mais on a su se parler. Je ne vous cache pas que WhatsApp vidéo a été notre meilleur ami parce que nous avons une population salariale qui n'a pas tous un ordinateur à la maison. Là aussi, il faut savoir travailler avec ça, adapter nos méthodes par rapport à ça. En tout cas… J'en profite, Élodie, c'est un super point que tu viens de dire. Il faut savoir qu'il y a des mythes autour des taux d'équipement des collaborateurs, y compris dans des populations peu ou pas qualifiées comme dans ton industrie. Le taux d'équipement en smartphone en France, il est de 96% pour les moins de 60 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le meilleur moyen justement pour des sociétés comme la tienne de joindre des collaborateurs, c'est plutôt via du WhatsApp, via des smartphones, exactement. Et c'est un mythe, nous, qu'on entend beaucoup sur le terrain, c'est-à-dire que les directions, elles vont avoir tendance à penser que le taux d'équipement est faible parce que c'est des appareils qui coûtent assez cher. En fait, le fait est qu'il est extrêmement élevé, ce taux d'équipement, et que c'est souvent la meilleure méthode pour justement créer du lien avec le collaborateur, le smartphone. Exactement, créer du lien par la vidéo, créer du lien par le mémo vocal qui a été très très utilisé, c'était très important parce qu'en fait ça transmet plus d'humanité et nos managers là-dessus ont fait un travail d'adaptation absolument incroyable. Moi j'ai vraiment admiratif de leur attitude, de leur pugnacité à chercher à joindre nos collaborateurs, parce que ça c'est peut-être le côté un petit peu plus, le constat un petit peu plus. Comme on est sur des professions avec un niveau de rémunération relativement bas, on avait une question de retour à l'emploi qui était un petit peu complexe. Les salariés jouant aussi avec leur peur et leur démon personnel parfois, trouvaient plus confortable d'être maintenus en activité partielle à la maison que de retourner travailler sur leur chantier. Donc là encore, les obstacles du manager au quotidien était fort, parce qu'il a fallu qu'il use de tous les arguments pour assurer en fait les pleines prestations chez nos clients au-delà des sources de tension qui pouvaient exister. Et donc du coup finalement comment nos managers arrivent à faire ça? Eh bien en valorisant, ça paraît tous en disant ça, mais déjà du côté client, c'était donner ou redonner suivant les clients la juste valeur de notre métier. En fait, on se rend compte quand on en a besoin que l'entretien des locaux, c'est quand même quelque chose d'essentiel et de très important, même si les jauges d'occupation des bureaux ne sont pas à 100%. À partir du moment où il y a une personne qui se présente, il est impératif que l'ensemble du local ait été désinfecté, nettoyé, permettant l'accueil en pleine sécurité de tous les collaborateurs. Donc, redonner cette juste valeur, ça a peut-être été le terrain sur lequel nos managers opérationnels, eux, ont pu trouver la source d'épanouissement la plus. Parce qu'en fait, en temps de crise sanitaire, c'est vrai que ce discours était beaucoup plus audible auprès de nos clients. Même s'ils ont demandé une grande flexibilité au niveau des facturations, même s'ils ont demandé des grandes flexibilités au niveau de l'organisation des passes. Et là, je rejoins ton étude, c'est vrai que la relation client là-dessus, c'est tendu. Et les entreprises comme la nôtre ont des promesses sans engagement et d'immédiateté, se retrouvent un petit peu dans cette complexe à gérer. Néanmoins, c'est vrai qu'on a beaucoup plus entendu nos clients dire merci à nos collaborateurs finaux, à savoir les agents d'entretien quand ils les voient. Et ça, je pense que pour nos managers intermédiaires, ça a été une source de satisfaction profonde. Il y a eu
Quelque chose qui a énormément, pardon, j'en profite parce que c'est lié à l'étude et ça a été lié à ce qu'on a vu aussi chez Anjaro. Il y a eu des variations d'activité, notamment quand tu parlais d'adaptabilité des prestations, une récurrence qui a changé dans les prestations. Ces variations brutales d'activité quasi à la semaine, voire même à la journée, c'est quelque chose qui a amené une grosse tension quand même au niveau des chefs de secteur, de ceux qui sont chargés de coordonner les prestations, hein. Exactement. Ça a été un pain gigantesque, quoi. Ben, aussi bien au niveau de ceux qui étaient chargés d'organiser les prestations, mais je pense que d'autres entreprises que la nôtre doivent faire le constat, même également au niveau des conditions générales de vente et plus globalement des politiques de sales, hein. Mm. Parce que de plus en plus, on, on, on a eu la démonstration pour la première fois, peut-être de façon un peu trop violente pour une première fois, mais on a eu la démonstration qu'en fait, l'hyperflexibilité, c'est bien quand tout va bien, mais c'est quand même un peu compliqué à partir du moment où il y a un grain dans les rouages, puisque finalement, sur la flexibilité repose aussi des modèles, hein, des BP, des modèles de rémunération, des constructions de plans de financement, etc. Et qu'en fait, on se rend compte que des niveaux minimums de facturation doivent être quand même établis, et ça amène la question des conditions générales de vente avec une tonalité un petit peu plus sociale, hein, finalement, qui n'y avait pas au préalable dans les conditions générales de vente. Il y a En un tout truc, cas, on a peut-être oublié de signaler quand même que les premiers à avoir dû gérer cette flexibilité, alors qu'on est quand même tous les deux du métier, c'est les RH. C'est-à-dire que ceux quand même qui ont orchestré tout ça depuis le début, mine de rien, qui ont dû, enfin toi la première, j'imagine, hein, qui a dû s'adapter du jour au lendemain en disant, ok, comment j'adapte dans le respect du droit social, qui en plus était adapté via des décrets hyper rapidement. ouais, Ma politique salariale, ma politique du temps de repos, enfin il y a énormément de choses qui ont été prises en compte quand tu as un client qui annule du jour au lendemain en disant je veux quelqu'un plus 5 jours par semaine, j'imagine, mais 2 jours par semaine par exemple, ben toi, tu as un collaborateur qui a un certain nombre d'heures dans la semaine et faut adapter tout ça, quoi. Donc, c'est très vrai ce que tu dis. Je pense que les RH et les DAF, hein, aussi ont été fortement exposés sur la mise en place des politiques en ce début de crise. Peut-être que nous, les RH, ce qu'on va traîner un petit peu plus longtemps, c'est la frustration liée aux congés payés, parce que bien évidemment, quand on a eu des périodes de confinement successives, la pause des congés payés était un peu problématique. Pour les entreprises qui ont eu des arrêts d'activité, les provisions pour congés payés, ça reste quelque chose d'un petit peu lourd et impactant dans les budgets. Et donc, je me souviens plus de la valeur de ton pourcentage, mais en fait, cette perception négative qu'on peut avoir de notre employeur à l'issue de cette crise, elle vient peut-être de là, peut-être qu'aussi le salarié lui réalise que son avantage social acquis tient aussi sur la bonne santé financière ou la pleine exploitation à 100% du métier qu'on produit. Tout ça, ce sont des équations qui, je pense, on est juste aux prémices, hein, de ce qu'on va pouvoir porter et ressentir ensuite dans notre dialogue social, dans nos impacts sociaux plus globalement dans notre métier. Et j'en reviens justement sur cette impériosité du remerciement qui est compliqué à faire suivant les secteurs, parce que juste dire merci aujourd'hui, bah, après 12 mois de restriction des libertés pour tout le monde, on va essayer de le dire comme ça, sans jugement, après 12 mois comme ça, juste merci, ça suffit plus, je pense, pour les gens. Donc, il faut un petit peu être innovant aussi dans notre approche sociale sur cette façon de témoigner de la valeur pour les actions de l'équipe. Je vous donne un tout petit exemple. Nous, comme je vous le disais, chez Clini, on a beaucoup de salariés qui sont de nationalité étrangère, donc qui sont concernés par des procédures de titre de séjour et de renouvellement régulier de leur titre de séjour. Eh bien, pour nombre d'entre eux, en fait, nous avons fait des attestations d'engagement actif pendant ces périodes de pour essayer d'apporter un témoignage positif à leur dossier, mais sous un autre biais. Et dire que plus globalement, au-delà d'avoir été un bon soldat pour l'entreprise, cette personne s'est dévouée pour la santé et la sécurité d'autres gens que lui, et ça mérite d'être souligné. Ces témoignages de remerciement, je présume que peu importe les entreprises, il doit y en avoir un panel, et c'est ça aujourd'hui qui, à mon sens, doit donner le plus de fil à retordre à nos managers. Je crois qu'ils sont confrontés à cette épineuse question de comment je témoigne la reconnaissance pour un travail qui doit quand même normalement être fait, mais on le sait bien, qui est fait dans des conditions et donc qui finalement a une saveur un peu différente. Voilà. Et au final,
je rejoins ce que tu disais de nouveau au tout début de ton étude, hein, les leviers pour l'expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est? Notre direction générale et le rôle du manager. Et c'est aussi à la direction générale aussi, je pense, de prendre conscience de cette importance du remerciement et de l'intégrer, mais au moyen long terme dans les constructions de politiques RSE ou d'entreprise. Et c'est pas facile, et peut-être que ça peut être la transition vers le Q&A derrière, mais tu sais, ça fait quand même 5, 6 ans qu'on entend beaucoup parler de bienveillance dans les organisations, de management bienveillant, ce genre de choses. Et c'est OK, Ouais, comment est-ce que concrètement, la bienveillance, elle devient quasiment structurelle dans ton organisation, quoi. Typiquement, en multipliant comme ça, via une quasi politique RH, les témoignages via les demandes de régularisation. Je crois que notamment c'était principalement ça dans ton, en tout cas les permis de séjour. Voilà, tu as un peu structuré une démarche bienveillante en mettant quelque chose derrière d'assez processé, quoi. Ça, c'est quelque chose d'assez admirable, je trouve, de la part de Clini, qui fait partie des nombreuses ouais, raisons pour lesquelles j'aime beaucoup travailler avec vous. Mais c'est un autre sujet. merci. Euh, Est-ce que c'est peut-être le moment, il nous reste une dizaine de minutes, de passer aux questions, s'il y en a évidemment. Il y en avait une notamment de Sébastien qui demandait un petit peu quelles actions RH ont été mises en place pour accompagner les managers de proximité dans cette crise. Euh, Nous, d'un point de vue, on va dire un peu plus macro, vu qu'on a une vision marché un petit peu plus large, je dois dire que notre visibilité chez Anjaro, c'est que ça a été très inégal en fonction des industries, en fonction de la façon dont elles étaient impactées par la crise, hein. Il faut vraiment l'avoir en tête, et y compris la façon dont elles ont été impactées dans la durée. C'est-à-dire que il y a eu une gestion un peu de l'urgence avec une volonté des RH de pallier à l'urgence de façon plus ou moins à droite d'ailleurs, selon la culture d'entreprise. Il y a je donne un exemple, un contre-exemple, on va dire, mais il y a un truc qui a un peu fait le buzz récemment, parce qu'il y a une entreprise, je crois, qui a envoyé un guide sur la façon de s'occuper des gamins pendant le premier confinement, qui a été mal perçu. Je connais pas l'entreprise, hein, mais c'est quelque chose que j'ai lu dans la presse. Bon, de façon un peu moins caricaturale. Il y a eu la façon de pallier à l'urgence sur la capacité d'adapter les postes de travail à la maison. Ça a été, je crois, une urgence principale dans pas mal de choses pour les managers de proximité. Il y a eu les moyens de communication, tu l'as dit, notamment ce qu'on appelait à l'époque les Bring Your Own Device Policies, qui ont été mises à jour la première semaine du confinement, hein, la capacité de pouvoir joindre son collaborateur sur son téléphone personnel. C'est bête, mais en 2010, moi je me rappelle quand j'ai démarré ma carrière que c'était un challenge énorme, et en fait je me suis rendu compte que ça l'était toujours dans certaines organisations avant Ouais, vous m'aviez dit, le c'est confinement. compliqué, ouais. Donc voilà, donc je crois que la première partie, elle a été assez terre à terre, hein, finalement, Elodie, dans la façon de gérer d'aider les managers. Et Ouais, vas-y, je là, t'en prie. là, j'ai l'impression qu'on arrive dans quelque chose qui est un peu plus sur, on est passé de pallier l'urgence à qu'est-ce qu'on garde de structurel et pérenne dans ce qu'on a changé dans nos méthodes de travail. Donc là, il y a une sorte d'officialisation de l'accompagnement, des changements de méthode de travail qui sont en train de se mettre en place. On pense aux politiques de télétravail, mais on pense également à un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Un exemple super concret qui n'est pas chez Anjaro, c'est par exemple les enquêtes de satisfaction des collaborateurs, puisqu'on parle d'expérience collaborateur aujourd'hui. Où ça, c'est des choses qui se sont structurées. C'est un marché qui s'est énormément développé avec la crise et qui est en train de rester. Donc voilà, il y a pas mal de choses via les RH, sous l'impulsion des RH, qui ont été mis en place. Il y avait Toi, quelque Elodie, chose tu as que vu quoi? ouais, il y avait quelque chose que tu signifiais tout à l'heure, qui est assez vrai, c'est le poids du reporting dans le travail du manager et le fait aussi que le manager soit obligé de redescendre, peut-être, on pourrait de façon critique dire un nivellement vers le bas, mais de redescendre en tout cas bien en bas dans l'opérationnel. Je dois reconnaître que chez Clini, dans une façon de gérer la crise pour accompagner nos managers au quotidien, c'est quelque chose qu'on a pu constater, que je voyais comme je regardais ça d'un regard un peu critique au début, et en fait, je me rends compte que c'est peut-être ce qui leur a permis d'avoir un peu de respiration. C'est qu'en tout cas, chez nous, la direction des opérations a volontairement recranté son implication sur un niveau opérationnel plus important.
libérant finalement un petit peu de respiration pour les managers, pour leur permettre de faire face aussi à cette explosion des absences. Parce qu'en fait, ce qui est inédit dans cette crise, c'est que les absences ne concernent plus que la personne malade, mais également les contacts. Les contacts. Donc, la probabilité de l'absence est d'autant plus forte. Les managers sont très occupés par la gestion de l'absence et du coup, en fait, finalement, nous, fonction back-office et fonction support et la direction des opérations, nous sommes redescendus plus bas. Chez nous, la production de données chiffrées de reporting, elle n'est plus du tout chez les managers, elle est externalisée chez les fonctions support et dans l'équipe de Simon, notre DAF, qui fait un travail absolument incroyable là-dessus. Et peut-être que ça les a aidés, enfin, j'ose espérer, j'espère que ça les aide au quotidien. Tu sais que c'est super intéressant. Bon, déjà, sur la gestion des absences, on viendra de filer un coup de main parce on gère plutôt bien ça. Mais blague à part, tu sais que c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça, on a posé la question dans notre étude et je ne l'ai pas repris parce que les chiffres étaient surprenants. Que ce soit d'ailleurs en termes de sentiment de reconnaissance ou en termes d'avoir plus ou moins de latitude de la part du management, en fait, les chiffres, ils étaient très partagés. En gros, à chaque fois, tu avais 50% qui disaient ma situation, elle n'a pas changé. 25% qui nous disaient moi, j'ai plus de reconnaissance ou alors j'ai plus de latitude de la part de mon management. Mais on avait l'exact opposé avec à peu près un quart qui nous disait non, moi, j'ai l'impression d'être moins reconnu et d'avoir moins ou alors d'avoir moins de prise sur mon boulot qu'avant. C'est hyper surprenant les résultats de l'étude. On a posé la question, c'était même la première question de l'étude, je crois. Et en fait, les résultats, de mon point de vue, ils ont été super déceptifs. Je m'attendais à une mise en avant du manager de proximité en termes de reconnaissance, en termes de prise de décision sur le terrain plus rapidement et compagnie. Pas du tout, en fait. C'est pas ce qui ressort de ce qu'on a interrogé. Ça a été assez surprenant. Moi, il y a une question que j'aime beaucoup de Jean-Pierre, et je crois qu'après la question de Anne, elle est vraiment pour toi, Élodie. Sur la force de ces managers et leur fragilité, c'est compliqué parce que vraiment, Jean-Pierre, ça dépend énormément des industries. Hein. Moi, je suis vraiment ça dépend de la culture managériale. Il y a vous avez aussi la façon dont ils ont été impactés sur le long terme ou non. Je pense par exemple au retail qui vient encore dans pas mal de régions d'être impacté parce qu'ils ont dû refermer les magasins. Donc leur boulot, il est toujours impacté de façon très précise par la crise opérationnellement. Donc, ce que je veux dire, c'est que les compétences clés des managers en fonction des industries sont assez différentes. Voilà, la compétence principale pour moi d'un manager de proximité, renforcée par la crise, c'est la capacité à gérer un nombre de sujets différents et conséquents dans un laps de temps court. Voilà, c'est la capacité à prendre un certain nombre de micro-décisions de management du client, des équipes, de l'organisation. C'est la capacité de multitasking finalement qui est assez qui est remarquable. Et je le dis d'autant plus que moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas été capable de faire, je pense, dans ma carrière à ce niveau-là d'engagement. La fragilité, moi, c'est assez difficile à dire parce que ça dépend beaucoup des organisations. Je pense qu'il y a une fragilité subie dans pas mal d'organisations, dans le sens où, en étant ce rouage de l'organisation, il y a un effet appliquer des choses dans lesquelles on ne croit pas forcément, qui est assez fort dans ce métier. C'est-à-dire qu'on subit pas mal de choses qu'on doit mettre en place. C'est le poste pour moi, c'est la position du poste du manager de proximité qui le rend fragile. Parce que s'il n'y a pas une communication transparente, engageante de la part des décideurs de l'organisation, il y a un risque en fait dans la capacité de délivrer le message aux équipes de la part du manager de proximité. Donc voilà, pour moi, c'est sa position dans l'organisation qui fragilise. Et d'ailleurs, c'est un des principaux vecteurs d'anxiété, cet effet un peu messager entre la stratégie de l'entreprise et les équipes opérationnelles, qui est assez fort. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. C'est ce que je ressens sur le terrain, en tout cas. Et Élodie, en termes de reconnaissance, il y a Anne qui demande ce que vous avez mis concrètement en place. Je me demande si je t'ai pas perdu, Élodie. Eh ben, j'ai perdu Élodie. Je me retrouve un petit peu seul. J'espère qu'Élodie va vite se reconnecter. Je vais essayer de réfléchir à nous ce qu'on a vu sur le terrain en termes de reconnaissance concrètement.
sachant qu'au niveau du manager de proximité, moi, j'ai pas, comme je vous le disais, les chiffres sont pas forcément très, très parlants. Donc, j'ai pas forcément noté, les équipes ont pas forcément noté d'initiatives particulières de reconnaissance, si ce n'est dans certaines organisations, une confiance renforcée. Moi, je partirais plutôt là-dessus. Si j'ai notamment chez des clients chez nous, une plus grande marge dans la prise de décision opérationnelle qui, in fine, amène un sentiment de reconnaissance, puis c'est un sentiment de confiance de la part de l'organisation. C'est principalement ce que j'ai noté. On l'a vu notamment dans le secteur des crèches, par exemple. Enfin, on l'a vu dans pas mal de secteurs qui étaient en première ligne pendant la crise, et on a trouvé ça, assez impressionnant. Mais comme je le disais, l'enquête a l'air de dire que les sentiments sont partagés à ce niveau-là. Donc c'est malheureusement assez limité. S'il n'y a pas d'autres questions, et malheureusement j'ai perdu pour cette fin de webinar qui se termine, puisqu'on avait 3 quarts d'heure. Écoutez, devant vous, mais sans Elodie, j'en profite pour remercier Elodie une nouvelle fois, et Laurence l'a signalé dans le chat. Ouais, moi je trouve que c'est une entreprise humaine extrêmement, enfin qui mérite d'être valorisée, Clini. Donc je suis ravi d'avoir animé ce webinar avec Elodie, qui a une vraie expertise justement sur le management des équipes, des managers de proximité et des équipes terrain. Et j'en profite pour vous remercier d'avoir suivi ce webinar. N'hésitez pas, si vous voulez les résultats de l'étude et qu'on vous les envoie, vous pouvez directement m'envoyer un email à quentin@anjaro.com ou nous contacter via notre site internet ou via notre page LinkedIn. On sera un plaisir de vous l'envoyer. Elle est bien plus complète que les quelques chiffres qu'on vous a transmis aujourd'hui. Et encore une fois, il y a des résultats assez édifiants dont je serais ravi de parler avec chacun d'entre vous. Merci beaucoup et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.